Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Raphaël. Cette jeune femme de 30 ans est actuellement hospitalisée car elle souffre d'anorexie depuis 15 ans. J'ai peur de manger, j'ai peur de pas manger, donc je suis dans une impasse en fait complète. J'ai envie d'envoyer le plateau par terre. Et aussi l'histoire de Carline. Pour son métier de mannequin, elle a mis sa vie en danger en avalant des médicaments réservés aux obèses. Quelles ont été les conséquences de ces prises de médicaments sur votre santé? J'ai fait un infarctus au mois d'août. D'où ça vient cette envie de vous faire du mal à ce point? Je sais pas. Je me trouve pas bien, je suis mal dans ma peau. Attention, ce qu'on voit dans un magazine de mode, c'est pas la réalité. La vraie femme, elle a des seins, elle a du bidon et elle a des fesses. Bonjour tout le monde. Bonjour à nos invités, merci pour eux. Bienvenue sur notre plateau. Et bienvenue dans toute une histoire, merci de me recevoir. Si votre femme, si votre petite amie, si votre fille crie au loup dès qu'elle a 1 kilo de trop, prenez-la au sérieux. C'est peut-être plus grave qu'il n'y paraît. En préparant cette émission, nous avons découvert un chiffre qui est très alarmant. 37% des fillettes de 11 ans suivent un régime ou estiment en avoir besoin. Une petite fille de 11 ans sur 3 estime avoir besoin d'un régime ou est au régime. Depuis quelques années, la moitié de la planète, celle qui est riche, obéit au diktat de la minceur. De quelle minceur s'agit-il? Celle des jeunes mannequins de 17-18 ans, rendus sublimes, souvent par des photos retouchées. Et quand vous avez un mignon petit bourrelet par-ci par-là, face à ces photos, impossible de faire le poids, si j'ose dire. Beaucoup de femmes et de plus en plus d'hommes courent après un objectif qu'ils n'atteindront jamais. Ils font du mal à leur corps à grands coups de régime. Certains vont même jusqu'à mettre leur santé en danger. Ce n'est pas un petit phénomène de mode, c'est véritablement un phénomène de société préoccupant. Je vous demande d'accueillir nos invités. Jacques, bonjour. Et pourquoi vous êtes si inquiet pour la santé de votre fille qui pourtant a l'air en pleine forme? Elle a l'air en pleine forme, mais le gros problème qui s'est produit, c'est quand nous avons constaté à la maison qu'elle perdait du poids d'une manière excessive, c'est-à-dire qu'elle atteignait des seuils que rien ne justifiait. Et qu'au lieu de nous écouter et de prendre conseil comme elle le fait d'habitude, elle était tombée dans un phénomène solitaire, décision personnelle, elle n'écoutait plus, elle voulait à tout prix suivre un mode de régime qui n'était pas approprié. Ça remonte à un petit peu plus d'1 an. Vous avez quel âge, Ophélie, aujourd'hui? 19 ans. 19 ans. Vous êtes consciente de ce que vous dit votre père aujourd'hui ou vous prenez ça avec distance et sourire? J'en suis consciente depuis un petit mois et pendant 1 an, je l'écoutais pas. Pourquoi vous ne l'écoutiez pas? Et je l'écoutais pas, enfin je précise que c'est absolument pas, j'ai toujours écouté mes parents et on est une famille très unie, donc c'est pas du tout un rejet d'enfant rebelle, je l'écoutais pas parce que j'étais tombée dans un système, dans un engrenage de perte de poids qui me rendait complètement isolée, quoi. Ça a commencé avant l'été dernier? C'est ça, il y a 1 an et demi, oui. Ouais. Pourquoi il y avait urgence à perdre du poids à ce moment-là? Il n'y avait pas eu urgence du tout à perdre du poids, puisque j'étais bien, mais avant Vous mesuriez combien pour quel poids? Je pesais 52 kilos pour 1m75. Et vous vouliez? Et je voulais, donc c'était avant l'été, je voulais perdre 2 petits kilos maximum, histoire de me sentir bien dans mon maillot de bain. Passer en dessous de 50? Passer à 50 kilos. À 50, et vous êtes arrivé à combien finalement? 45, j'ai perdu 7 kilos. Carline est également notre invitée. Vous vous définissez comme une accro au régime, Carline? Tout à fait, oui. Vous êtes mannequin également. Combien d'argent vous dépensez par mois pour garder la ligne? À peu près 500 €. 500 € par mois, ça veut dire de quoi vous payez un joli voyage par mois que vous mettez dans quel type de produits? Des brûleurs de graisse, en fait. Ce sont des pilules? Oui. Des sachets? Oui, puis des médicaments pour les obèses que je prends également. Alors que vous n'êtes pas obèse? Non. Non. Vous mettez votre santé en danger, vous le savez? Tout à fait, oui. Et pourquoi vous le faites alors? Pour réussir dans ma profession. Vous avez quel âge aujourd'hui? 33 ans. Quelles ont été les conséquences de ces prises de médicaments sur votre santé? J'ai fait un infarctus au mois d'août. Qu'est-ce que ça vous apprend, ça, de la vie? Au départ, ça m'a rien appris du tout. Il y a seulement 3 semaines que j'ai tout arrêté. Bah, tant mieux. Hein. Florence est également avec nous. Bonjour Florence. Bonjour. À quel âge vous avez commencé à vous préoccuper de votre poids? Très jeune, à 8-9 ans. Déjà, je me regardais dans la glace et je trouvais que j'avais un gros ventre. Je me comparais à mes cousines qui étaient plus âgées que moi et je les trouvais toutes grandes, belles et minces. Et moi, je me trouvais petite, grosse et moche. Mais comment une petite fille de 8 ans peut penser déjà à plaire à ce point? C'était pas penser à plaire, c'était surtout que je trouvais que je ressemblais à une maman qui était enceinte avec mon ventre. Donc à 8 ans. Ça me gênait, oui. Vous avez commencé un régime à 8 ans? Non, j'ai commencé les régimes plus tard, mais... Quel âge? À 11-12 ans. Et comment vos parents ont réagi?
Au début, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils ne le savaient pas. Je pleurais en cachette. La nourriture, ils étaient en train de se séparer, donc ils étaient axés sur d'autres problèmes aussi. Et puis moi, j'ai fait ça de mon côté, j'ai fait ça toute seule et pas du tout encadrée. Et j'ai fait n'importe quoi. Vous avez quel âge aujourd'hui? 20 ans. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Un demi-yaourt. Ça fait rire, je sais, c'est mais tout? Oui. Je sais, c'est pathétique. Et ce matin? Ah, je mange rien le matin. Hier soir? De la mie de pain. C'est tout. Vous mesurez 1m63, vous pesez combien? 43. Et pourtant, vous avez encore envie de perdre quelques kilos? Oui, parce que je prône pas du tout de faire ça. Je trouve pas que la beauté soit d'être mince ou maigre, voire maigre. Pas du tout. Je trouve que les femmes sont belles avec des formes, avec le sourire. Alors pourquoi? Bah justement, c'est dans la tête et c'est plus loin qu'un simple. C'est pas un simple caprice ou un mode de vie ou une idée comme ça qui passe par la tête ou un simple régime, quoi. C'est vraiment, on rentre dans un engrenage qui s'arrête pas. C'est plus fort qu'elle, en fait. Voilà. Ouais. C'est bizarre quand même tous ces problèmes on n'arrive pas à se trouver. Il y a plein de gens qui sont trop gros, malheureusement, qui s'alimentent mal, plein d'enfants. Et puis on a l'impression qu'il y a une réaction de votre côté qui est de plus en plus vive, où on veut être de plus en plus mince et de plus en plus maigre même, j'ai envie de dire. Bonjour Brigitte, bienvenue Bonjour. Parmi nous. Vous affirmez appartenir au clan des femmes généreuses, parce que moi je me permets de jeter un coup d'œil. Je trouve que vous allez un peu fort. Quel regard vous portez sur celles qui rêvent de passer par exemple d'un 36 à un 34? Alors là, on est dans des tailles qui sont à peine en magasin. Bah, tout à fait, j'ai envie de leur dire, soyez vous-même et vivez surtout votre beauté de l'intérieur. Je pense qu'il est différent de dissocier la femme qui... on parlait de mode, hein, puisque je suis dans ce secteur d'activité. Quel est votre métier? Je suis directrice d'une agence de mannequins. Ouf. Donc il est important de dissocier la femme qui professionnellement doit être mince et mincissime parce que la photo vieillit, parce que la photo grossit. La photo grossit, il faut le savoir. La photo grossit, c'est très important. Et esthétiquement, on a envie de voir des gens minces en photo. Donc c'est il faut faire cette différence entre la femme de tous les jours, sa beauté, elle se vit de l'intérieur. Quelle que soit la taille, quel que soit le poids que l'on pèse. Et puis la beauté des mannequins, c'est autre chose. Oui, parce qu'on a l'impression qu'elles sont telles quelles. Mais c'est vrai qu'à l'image en télévision, nous on a l'habitude de dire dans notre métier que ça nous donne 5 kilos de plus. En photographie, c'est comparable? Tout à fait. Il y a 3 règles en photo, c'est qu'on est plus petit, plus vieux et plus gros. C'est pour ça que la c'est photo... sympa. Mais oui, c'est vrai. C'est pour ça que la photo se fait avec des gens qui sont jeunes, grands et minces. Mais pourquoi est-ce que les mannequins devraient être minces? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas Comment on avoir arrive à plus cet de engrenage? forme? Mais comment on arrive à ça? C'est pas que les mannequins devraient être minces, c'est-à-dire que esthétiquement, quand on regarde, quand on voit un vêtement présenté, la taille dans laquelle il est le plus joli, c'est un 38. Comme quand on voit une chaussure en vitrine, la chaussure est une taille 36. Si on met un 41 en vitrine, c'est pas beau. Donc ça, c'est une espèce d'esthétique qu'on a tous par rapport à notre culture. Donc un mannequin est mince parce que c'est la taille la plus jolie pour la présentation. Mais après, la femme, dans la vie de tous les jours, elle ne doit pas ressembler à ça. Moi, en tant que femme, je ne me reconnais pas dans les images que je vois de mes mannequins. Ce que Florence veut dire, sans doute, c'est mais les mannequins sont également des femmes, quoi. Oui. N'est-ce pas, Ophélie? Pardon? Vous sentez femme, pas seulement mannequin? Non, avant tout femme que avant mannequin. Mais il est peut-être important de pouvoir faire la part des choses en se disant, si on fait un métier comme le métier de mannequin, il faut être mince, mais à aucun moment, jamais, il faut basculer de l'autre côté et se dire, je vais perdre ma santé. Non, bien sûr, c'est pas simple. Alors je propose de regarder cette enquête que nous avons réalisée sur l'obsession de la minceur. On revient notamment sur cette top modèle brésilienne qui est décédée il y a quelques semaines parce qu'elle ne s'alimentait plus. Vous avez entendu parler de cette histoire, Ophélie? Oui, évidemment, et ça m'a profondément touchée et bouleversée. Et ça m'a fait prendre conscience pour moi-même. J'étais pas dans son cas, mais j'aurais pu l'être rapidement et ça m'a aidée à guérir. Regardez. Ces mannequins sont devenus des icônes. Elles incarnent la perfection. Toutes les femmes ou presque rêvent de leur ressembler. Elles sont belles, elles sont grandes et surtout elles sont minces, très minces, tellement minces que certaines en sont mortes, comme ces 2 mannequins anorexiques récemment décédés juste avant de défiler. Pour ressembler au top modèle des magazines, nombreuses sont les femmes qui tombent dans l'engrenage des régimes à répétition. Quand vous montrez des images de femmes qui en vrai ont 16 ans ou 17 ans, qui ensuite sont retouchées par ordinateur, et que vous montrez cette image-là à des personnes qui ont entre 10 et 15 ans et qui sont donc en pleine formation de leur personnalité, vous leur montrez quelque chose qui n'existe pas, mais vers lequel elles aspirent. Tous les jours, le docteur Apfeldorfer reçoit dans son cabinet des femmes victimes de troubles alimentaires.
Il y a beaucoup de femmes qui disent ma vie commencera quand j'aurai minci, quand j'aurai perdu ces 3 kilos, ces 10 kilos. Donc j'attends d'avoir maigri. Et il y a des personnes qui attendent toute leur vie ainsi d'avoir maigri. Catherine a commencé ses premiers régimes à l'âge de 14 ans. Résultat, 30 ans plus tard, elle se bat contre tous ces kilos accumulés. Je ne pense pas qu'il y ait des gros heureux. On ne peut pas s'habiller au-delà du 44, vous rentrez dans une boutique, il n'y a plus votre taille. Donc faut arrêter de dire je fais 200 kilos, je suis super contente. C'est pas vrai. Dans les boutiques à la pointe de la mode, là encore, mieux vaut faire une taille 36 qu'une taille 44. Les gens sont conditionnés par les magazines, il y a toujours ce souci de paraître, donc les filles veulent être de plus en plus minces. Les clientes que je vois beaucoup, qui s'habillent beaucoup, qui consomment beaucoup, c'est des minces. Mes fournisseurs, en fait, ne font pas au-dessus de 40. Donc dès qu'il y a une femme qui fait du 42, en tout cas chez moi, elle ne peut pas s'habiller. L'obsession de la minceur démarre très tôt dans l'existence, puisque avant 11 ans, 80% des jeunes filles, des fillettes, ont déjà fait un régime. Il y a plein de jeunes filles qui ont un poids parfaitement normal et qui se lancent dans des régimes. Et ça, c'est vraiment très effrayant. Hélène aussi a connu l'enfer des régimes à répétition. Ma mère avait décrété que j'étais trop grosse. Je faisais 1m62, 63 kilos, mais pour elle, j'étais trop grosse. Alors, régime, et hop, je recommençais, je mangeais quelques kilos en plus à chaque fois. J'étais arrivée à presque 130 kilos. Je me suis toujours trouvée trop grosse. Même quand je faisais 1m40, 1m50, avec 45 kilos, j'ai toujours trouvé trop grosse. En fait, avec les années, je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais, mais je reprenais plus que je ne perdais. L'exigence de minceur dans la société aujourd'hui est telle, finalement, être gros, c'est l'enfer, c'est l'arrêt de la vie sociale, c'est l'arrêt de la vie sentimentale, c'est une sorte d'échec global personnel que beaucoup de femmes sont prêtes à faire tout et n'importe quoi. Pour se débarrasser de quelques kilos superflus, beaucoup de femmes se sont vues prescrire des médicaments coupe-faim. Ces pilules, souvent à base d'amphétamine, ont tué des dizaines de femmes. Élise, elle aussi, a voulu croire à ces pilules miracles. Elle en a pris pendant plusieurs années. Résultat, aujourd'hui, ses poumons, son cœur et ses reins sont endommagés à vie. J'ai voulu perdre quelques kilos. J'ai pris un traitement sachant pas ce qu'il était véritablement. Ce médicament était très dangereux. Je m'en suis pas rendu compte. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé. Résultat, je suis perdante sur toute la ligne, quoi. Le principal danger d'un médicament coupe-faim, malheureusement, c'est la mort. C'est le décès. Soit par arrêt cardiaque, soit pour certains produits par hypertension pulmonaire, donc les poumons qui fichent le camp. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre, Caroline, que ces pilules coupe-faim que vous prenez ont provoqué la mort chez certaines personnes? Ça m'attriste, mais c'est plus fort que nous, en fait. Mais vous le saviez au moment où vous les preniez, que ça pouvait être très dangereux? Je suis tout à fait consciente de tout ce que j'ai fait. Oui. Vous saviez qu'il y avait un danger de mourir? Tout à fait, oui, et malgré tout, je les prenais. Mais pourquoi? Pour travailler? Pour séduire? Pour vous plaire vous-même? Je me trouve, même à l'heure actuelle, je me trouve trop grosse. Vous faites quelle taille pour quel poids? Je mesure 1m65 pour 55 kilos. Vous voudrez descendre à combien? 46. Marie-Pierre Oliveri est diététicienne. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans ces gélules, en quelques mots? Alors, très rapidement, la plupart des médicaments qu'on trouve en vente en pharmacie soit contiennent des fibres alimentaires, en général des fibres d'algues, donc qui là sont pas du tout nocives puisqu'elles ont pour effet de gonfler, elles se remplissent d'eau, elles gonflent et donc elles provoquent la satiété, donc là il n'y a pas de risque majeur. Et puis après, on va trouver d'autres médicaments qui effectivement se trouvent sur prescription médicale uniquement et qui eux vont contenir pour certains de la caféine, ce qui a des incidences cardiaques, pour d'autres des amphétamines, ce qui va avoir des incidences cardiaques, rénales, et après beaucoup d'autres produits encore qui sont de toute façon interdits à la vente libre. Voilà. Mais qui peuvent être prescrits par un médecin généraliste? Prescrits par un médecin, mais en général distribués par des pharmacies. On va vous donner une adresse de pharmacie et vous ne pouvez vous fournir que dans cette pharmacie-là, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce sont des produits qui sont interdits à la vente en France. Ouais. Voilà. Il y a quand même des pharmacies en France qui en vendent sous le manteau? Voilà, malheureusement, effectivement, on trouve encore des pharmacies qui procurent ce type de produits. Donc après, on se retrouve avec des consommations d'amphétamines qui sont des produits interdits à la vente, sauf pathologie particulière. Donc effectivement, et là, en l'occurrence, la perte de poids, ce n'est pas du tout une indication. Vous connaissez ces pilules? Non, j'ai jamais pris de pilule. J'ai fait uniquement des restrictions alimentaires. Je mangeais
très peu et très léger, quoi. Vous en avez entendu parler dans les agences de mannequins? Non, mais dans les agences de mannequins, ils nous laissent se mettre de nous-mêmes. Ils savent jusqu'à quel stade on travaille ou on ne travaille pas et on gère. On est grand. À vous de gérer. Voilà. On est grand, on n'est pas très haute, mais grande. Non, on est grand dans la tête, normalement. Ah oui, normalement. Parfois, on commence très très jeune. Hein. Ouais. Vous avez commencé à quel âge, vous? À 4 ans. Vous étiez grande dans la tête à 4 ans? Non, mais on est bébé mannequin, c'est pas pareil. On vous a déjà dit, plus âgé, je veux dire, pendant votre adolescence, que vous étiez un peu trop grosse? On m'a jamais dit ça. Jamais. J'ai plutôt d'ailleurs été dans les basses, quoi, dans les minces. Et ça, on vous l'a dit, que vous étiez trop maigre? On me l'a dit, oui, quand je pesais 45 kilos, c'est sûr qu'on m'a dit que j'étais trop maigre, mais... Qui vous l'a dit et comment? Absolument tout le monde, que ce soit ma famille, mes amis, mon agence et tout mon entourage, tout le monde, quoi. Et comment vous réagissiez à ça? J'étais complètement enfermée. Mon regard avait complètement changé sur moi, en fait. Je me voyais à 45 kilos. Mon entourage me voyait maigre. Moi, je me voyais normale, bien. Je me plaisais. Et donc, j'écoutais pas parce que j'acceptais pas. J'étais pas d'accord. Aujourd'hui, vous faites quelle taille pour quel poids, rappelez-moi? Là, je fais 1m75, 48 kilos. Vous les comptez, là? 48,5. Ah, là, je suis aux 100 grammes sur la balance tous les matins pour remonter, quoi. Et vous? Comment? Vous surveillez la balance aussi de près? Bien sûr. Je me pèse 3 fois par jour. Ouais. 1m65 pour 55 kilos. Oui. Il y a de quoi se mettre à la diète? C'est un poids parfait. Pas dans mon travail. Hein. J'entends bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la mode, il y a les impératifs qui sont liés à la profession. C'est vrai que globalement, le poids est quand même idéal. Après, il est évident là, on travaille sur l'esthétique, c'est-à-dire que le poids, c'est une chose. On a tous entendu parler de l'indice de masse corporelle, l'IMC. Voilà, l'IMC, qui permet de voir si effectivement le poids est en rapport avec la taille. Là, en l'occurrence, le poids de madame est parfait. Et après, il y a ce qu'on appelle la masse grasse. Et c'est ça qui, en général, est un petit peu disgracieux. Donc, quand on veut perdre du poids, souvent, c'est pas du poids qu'on veut perdre, c'est du gras. Donc, l'idée, effectivement, est de se dire plutôt, est-ce que je vais perdre des kilos ou est-ce que je veux essayer de travailler sur mon esthétique? Et là, il y a peut-être une autre démarche à mettre en place. En l'occurrence. Ouais. Le sport, pas la cigarette, si vous voyez ce que je veux dire, Caroline. Vous ne fumiez pas? Non. Et vous êtes mise à fumer alors que tout le monde essaie d'arrêter en ce moment? C'est vrai. Vous êtes mise à fumer du jour au lendemain, vous avez fumé combien de cigarettes? 1,5 paquet par jour. Pour vous couper la faim? Oui. Je vous en prie. Alors, en fait, j'allais juste faire une petite remarque. Il est même possible que le poids diminue très peu, voire ne diminue plus. Le problème, c'est que l'organisme est une machine de survie. Et à force d'être soumis à des restrictions alimentaires très serrées, eh bien, il va apprendre à s'économiser, tout simplement. Donc, il réduit ses propres dépenses de base. C'est-à-dire que vous avez moins d'énergie aussi. On a moins d'énergie et surtout, on dépense de moins en moins d'énergie au quotidien. Donc, ce qui veut dire que le moindre écart alimentaire qu'on va faire, et un écart, là, pour le coup, ça peut devenir un simple yaourt sucré devient un écart alimentaire, eh bien, ça, on va le stocker. Donc, il n'y a plus aucun moyen de perdre du poids. Le seul moyen, c'est de remonter le ses corps dépenses se défend énergétiques. contre ces agressions, en fait, à peu de choses près. Brigitte, ça vous inspire quoi, ces régimes de Caroline, jusqu'à la cigarette inclus? D'abord, j'ai envie de dire à Caroline que nous, on ne parle pas en poids dans les agences de mannequins. Le poids, on s'en contrefiche, on parle en centimètres. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que les jeunes filles qui veulent faire les défilés de Paris, New York, Milan, et uniquement ces 3 villes. Ce sont les grandes villes, ça, les grands défilés. Les 3 gros plateaux de la mode. Ces jeunes filles, mais qui sont des gens très jeunes, qui ont entre 17 et 21 ans, doivent faire effectivement aujourd'hui une taille 36, c'est-à-dire qu'elles doivent faire un 87, 88 de tour de hanche. C'est très mince. Le poids, on s'en fiche. Passé cet âge-là, sauf si vous êtes une star comme Kate Moss, il y a très peu de chances que vous fassiez des défilés dans ces grandes villes. Donc le poids et les mensurations, on s'en fiche à partir du moment où vous rentrez dans un 38 ou dans un 40. La deuxième chose, c'est qu'il y a... Quelle taille? En ce moment 36, mais d'habitude je fais du 34. Mais 34 c'est trop mince, vous n'allez pas continuer à perdre et vous ne travaillerez plus du tout comme mannequin. La deuxième chose, c'est qu'il y a une photogénie du corps, du visage et de tout le reste du corps. Vous êtes une femme généreuse parce que vous avez de la poitrine, parce que vous avez des épaules, parce que vous avez une ossature, parce que vous avez des pommettes. Donc vous êtes une femme qui est jolie en photo et vous allez toujours paraître généreuse. Si vous continuez à maigrir, vous allez paraître squelettique et vous n'aurez plus de travail. Donc apprenez à vous aimer comme vous êtes, avec votre côté très 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 féminin, et surtout apprenez à vous aimer de l'intérieur. Comment vous gérez ça dans l'exercice de votre boulot? Vous êtes directrice d'une agence de mannequins, Brigitte. Qu'est-ce que vous répondez aux stylistes qui vous demandent vraiment des mannequins avec des bassins très très étroits
très maigres, des fils de fer, quoi. Alors, d'abord, j'essaie d'avoir un discours très vrai avec les adolescentes que je représente, parce que ce sont très souvent des gens qui sont très, très jeunes. C'est vital. Je leur dis, attention, il y a deux choses. Il y a le professionnel et il y a ce qu'on est dans la réalité. Donc, j'essaie vraiment de dissocier ces deux choses. Et je pense que notre rôle, nous, en tant qu'adultes dans la société, c'est vraiment de rappeler aux jeunes, attention, ce qu'on voit dans un magazine de mode, c'est pas la réalité. La vraie femme, elle a des seins, elle a du bidon et elle a des fesses. Mais je parlais dans l'exercice de votre métier. Alors, dans l'exercice de mon métier, je vais essayer d'être brève, j'essaie d'aller droit à l'essentiel. Si je dois les faire Vous avez besoin d'avoir des filles qui font du 36? Oui, uniquement quand elles font des défilés sur ces trois marchés-là. Sinon, le mannequin a des proportions beaucoup plus normales. Et quand elles doivent maigrir, on essaie de pas trop les faire maigrir et on essaie de prendre des gens qui ont cette physionomie-là au départ. D'accord, c'est ça en fait, la réponse que j'espérais. En fait, oui, c'est n'importe qui ne peut pas faire ces tailles-là. Non, absolument pas. Il y a des gens qui ont un look longiligne, qui sont grands. C'est une structure, en fait. Voilà, osseuse, petit bassin, petite ossature. Absolument. Effectivement, on n'est pas du tout tous faits pour rentrer dans une taille 34, et heureusement. Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi que finalement, ce qui fait de nous des femmes, c'est justement les formes, les hanches, les fesses, la poitrine. Oui, mais c'est pas l'impression générale. Il y en a qui vous écoutent et qui vous disent cause toujours tu m'intéresses, quoi. Ça, c'est les femmes d'hier, ça c'est ceci, cela. Nous aujourd'hui, on est comme ça. C'est vrai, mais on peut avoir des formes et rentrer dans un 36, et on peut avoir des formes et rentrer dans un 34. Et encore une fois, je crois que ce qui importe, c'est de travailler sur le galbe, sur l'esthétique, et non pas sur le poids. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a un refus de la féminité. Et puis je crois qu'il y a une chose qui est importante aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire un amalgame de toutes les femmes. Moi, quand je regarde Ophélie, que je trouve merveilleuse, j'ai l'âge d'être sa mère, j'ai 45 ans. Donc je trouve que la société est vraiment malade. C'est à 45 ans, elle est en train de fantasmer sur la beauté d'une jeune fille de 16 ans ou de 20 ans. Il faut que chacun reste à sa place par rapport à son âge. À quel moment vous avez compris que votre fille était vraiment obnubilée par sa ligne? Quand elle a commencé à ne plus nous écouter à la maison et qu'on s'en est rendu compte avec mon épouse. Elle avait quel âge? Il y a à peu près un an. Il y a à peu près un an. C'est très récent. En fait, le préalable, c'est que toujours, absolument toujours, on a 4 enfants, toujours, on a beaucoup communiqué et aucun d'entre nos enfants n'agit ou ne prend de décision, quelle qu'elle soit, sans que ce soit une concertation. Et c'est un postulat important. Il y a eu un fossé. Il y a eu un fossé le jour où je me suis rendu compte que Ophélie se sentait bien. Passer cette période d'été où là, j'ai rien à dire parce que on vit sur la Côte d'Azur, on a une maison, piscine, c'est des endroits où on est en maillot de bain tout le temps l'été. Et donc le fait qu'avec sa mère, elle s'amuse à se faire des petits massages aux huiles essentielles et puis de se dire on va perdre 2 kilos, ça ne me gêne pas. Ça vous a pas alerté? Mais non, puis c'est le phénomène quotidien de tous les étés, je veux dire. Mais par contre... Oui. Pourtant, à l'époque, elle était à 52 kilos pour 1m75, voilà. Elle voulait en perdre 2, ça vous a pas inquiété? Ça m'a pas inquiété. Pour 2 kilos, voilà, c'est l'été qui arrive. C'est les 2 kilos qu'on reprendra après l'été, et puis on mange tous un peu plus de fruits, un peu plus de choses comme ça. Puis après ça s'est amplifié. Et après, ça s'est amplifié parce qu'elle a continué ce processus de moins manger et surtout de mal manger. Ce que j'appelle mal manger, c'est-à-dire de ne plus mélanger quoi que ce soit. Mais vous, la grande famille où tout le monde discute de tout, etc., autour de la table, vous partagez des repas de famille également? Oui. Et comment elle mangeait, Ophélie, pendant elle mangeait pas comme nous. Vous arriviez avec le Navarin de veau et... Alors là, ça, elle n'en prenait pas du tout. Vous faites la cuisine? Oui. C'est lui qui fait la cuisine à la maison. Ouais. Mais franchement, j'étais un petit peu déçu aussi qu'elle apprécie plus ce que je faisais. Non. Je me faisais moi-même mes repas. Elle faisait ses propres. Qu'est-ce que vous mangez à l'époque? Tout, pendant l'été, des salades midi et soir, et puis... l'automne venant, donc là... Puis l'automne venant, c'était soupe et que des choses très... Pommes. Voilà, pommes. Yaourt à 0%, vous avez froid? Oui. On va vous donner un petit pull. C'est gentil. Je vous en prie. Les pommes, ça m'a énervé pendant un bon moment aussi, parce que les pommes, il fallait toujours en avoir à la maison. S'il n'y en avait pas, elle les achetait. Et je la voyais manger des pommes matin, midi, soir, après-midi. Et ça, c'est des vrais coupes-faim, les pommes. Ah, ça, donc, c'est radical. Ça veut dire que quand elle arrivait à table, elle avait plus faim. Le matin, en se levant, Ophélie buvait 1 demi-litre d'eau. Voilà, je buvais 1 demi-litre d'eau en me levant et je buvais 2 litres d'eau en bouteille par jour. Comme ça, c'est bon pour la santé, ça. Mais s'il n'y a rien d'autre, ça remplit avec du vide. Ça remplit du vide. Après, j'avais plus faim. C'est un médicament finalement naturel. Parce qu'effectivement, la pomme contient beaucoup de pectines. Ah, je vais parler de l'eau. Les pectines qui sont des fibres qui se gorgent énormément d'eau et qui donc vont se gonfler et donc comme sont les très algues. rassasiantes. Tout à fait. Un pull.
Voilà, mademoiselle, on va regarder pour mieux comprendre l'histoire d'Ophélie, ce reportage qu'on a tourné chez vous. Ophélie, vous avez aujourd'hui 19 ans, vous faites très attention à votre ligne, c'est normal, enfin je veux dire par rapport à votre métier de mannequin, mais l'obsession du poids, ça vous a quand même joué des sales tours. Vous vous êtes un peu laissé emporter dans quelque chose que vous pensiez maîtriser comme souvent. C'est comme ça que ça démarre d'ailleurs. Regardez. Bonjour, je vais vous prendre un chausson aux pommes si vous voulez. 1,30 €. Merci. En fait, il y a de ça, même pas un mois, jamais je mettais les pieds dans une boulangerie. Enfin, c'était impensable pour moi de manger une viennoiserie. Beaucoup trop gras, tout ça, quoi. Et puis là, comme j'essaye de reprendre du poids, forcément, je fais des choses que je faisais pas avant. Pour Ophélie, la minceur est un critère de beauté. Cette mannequin d'1,75 m est obsédée par son poids. Elle essaye aujourd'hui de grossir parce qu'elle est tombée dans la spirale infernale des régimes. Donc là, je mets le DVD d'un défilé pour l'ouverture d'un spectacle que j'ai fait. Et c'était il y a 1 an et demi, au mois de juillet. Et là, je faisais 52 kilos, quoi. Donc j'étais comme je voudrais redevenir. Là, il y a quand même une différence partout. Je veux dire, on voit pas mes os au niveau des épaules. J'ai des formes, enfin, je sais pas, c'est quand même vachement plus joli, quoi. Donc là, quand je regarde ça, ça me redonne envie, ça me redonne un coup de boost pour continuer à grossir, quoi. Si Ophélie entend reprendre du poids, il n'est pas question pour autant qu'elle perde sa silhouette longiligne. Elle choisit précieusement ses aliments et parfois même les bannit totalement. Ah bah tiens, là, le saucisson, par exemple, ça, jamais, quoi. J'ai horreur de ça, enfin, là, c'est vraiment trop, là. Je veux bien faire des efforts, mais là, non. Avant, jamais, je regardais même pas le rayon fromage, enfin, j'achetais jamais de fromage, pain, tout ça, c'était complètement banni de ma nourriture. Donc maintenant, j'en prends quand même. Je dis pas que je prends les plus gras. C'est vrai que je regarde beaucoup les calories, quoi. Bon, maintenant, à force de les avoir regardées pendant 1 an, je les connais pratiquement toutes par cœur. Celui que j'ai choisi, c'est à peu près 200 calories au 100 grammes. C'est 15% de matière grasse. Donc pour un fromage, c'est raisonnable. Je pense que toujours, je ferai attention à ce que je mange et que inconsciemment, ou même consciemment, je ferai toujours attention à ma ligne. Pour le déjeuner, Ophélie invite ses 2 amies d'enfance. Delphine et Virginie ont perdu l'habitude de pouvoir partager un repas avec elle. Pour la première fois, les filles ont une discussion sincère sur son mode d'alimentation. Gros changement, je demande la sauce avec la salade maintenant. Ouais, mais ça, j'ai remarqué, c'est un changement. Je me souviens l'année dernière. Ouais. À la fête de Virgile, t'avais mangé une pomme et une carotte, quoi. Ah ouais. J'avais fait le buffet à cette fête et ça m'avait écœuré de tellement j'avais fait la nourriture. Tu étais épuisée et t'avais rien mangé après, quoi. Je pense que ça la met à l'écart quand tout le monde partage la même chose et qu'elle va manger autre chose, quoi. J'ai l'impression de manquer quelque chose dans le sens où je profite pas de... Enfin, je me mets à part, en fait. Je me mets à part, donc il y a... Je me mets à part avec la nourriture et ça engendre que je me mets à part aussi dans la tête et dans l'esprit avec les autres, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être éteinte, en fait. Et c'est un peu... Enfin, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est nul. C'est moche. J'essaye de faire ce qu'il faut et je vais continuer comme ça. Le premier 4 sur la balance, ça vous a fait plaisir? Ah ouais, c'était génial. C'était un certain pouvoir, en fait. Quand on monte et qu'on voit que ça descend, on a l'impression d'être puissant, voilà. Et une ivresse aussi qui accompagne ça. Voilà, ouais. Toujours vouloir faire descendre, en fait. Je me suis arrêtée à 45, mais enfin, un jour j'ai vu un 44 sur la balance et ça m'a quand même fait une drôle de sensation. Ça faisait trop de 4 d'un coup, non? Trop de 4 d'un coup, voilà. Mais elle a toujours mangé comme ça, votre fille, ou elle était gourmande autrefois? Non, sans être gourmande, elle mangeait de tout. Mais elle mangeait de tout normalement, les mêmes choses que nous, avec si on mangeait des pâtes carbonara, elle mangeait aussi des pâtes carbonara. La question s'est posée, pour moi, dramatiquement, c'est quand je l'ai vue maigrir, j'ai commencé à voir que les os apparaissaient, surtout l'été quand on est chez nous, mais Ophélie vit à Paris. On se voit très souvent parce qu'on voyageait, on partageait notre vie entre Paris et la côte avec mon épouse. Mais pas tous les jours. Mais pas tous les jours. Et le problème, c'est que même si c'est une fois par mois, c'est trop peu pour pouvoir être dans son quotidien. Donc j'ai pris une décision
contraire un peu à son mode de vie en disant, et en poussant mon épouse à le dire pour que ce soit peut-être plus diplomatique, si jamais Ophélie ne reprend pas du poids, elle rentre à la maison et c'est moi qui veillera à ce qu'elle prenne du poids, quitte à la faire rentrer en soins médicaux pour qu'elle reprenne du poids, donc de force. C'est-à-dire que je suis devenu menaçant. Ça vous a fait peur, menaçant. ça? Excusez-moi. Vous avez eu peur ou est-ce que vous étiez tellement dans votre truc à vous que vous vous sentiez Ça m'a pas fait peur protégé? du tout. Ouais. Pas du tout. C'est là où je me suis inquiété. C'est là où je me suis vraiment inquiété. Enfin, maintenant, j'en ai conscience, c'est vraiment grave, quoi. Et j'avais jamais été comme ça. Donc, c'est vraiment... on rentre dans un processus aussi psychologique très bizarre parce que j'ai jamais été une enfant qui n'écoutait pas ses parents Ouais, donc ça vient plus fort que tout. Voilà. Moi, j'ai l'impression que si je mange comme ça pendant 2 jours, je dévisse, personnellement. Ça a tenu 1 an pour oui. Ophélie. Alors, effectivement, il y a plein de paramètres dont il faut tenir compte. Il y a effectivement la satisfaction qu'on a, c'est ce qu'elle exprimait très très bien d'ailleurs. Ouais, l'ivresse des hauteurs. Voilà, on voit le poids descendre et puis on arrive à 50, puis on arrive à 40 et puis voilà, tout est formidable. Et puis après, il y a un deuxième phénomène complètement physiologique et là c'est un biais qui est très problématique quand on rentre dans l'anorexie. Quand on met son corps en restriction alimentaire, notre corps, encore une fois, c'est une machine de survie. Donc il va protéger son gras. Qu'est-ce qui lui reste à disposition? Son muscle. Donc il va autodétruire son muscle. Quand il autodétruit son muscle, il produit des déchets. Ces déchets sont des molécules qui vont entraîner la satiété. Donc du coup, je n'ai plus faim. Donc on rentre très très rapidement dans un cercle duquel on ne peut pas sortir. Où il nous reste un peu de graisse, on n'a plus de muscles et on n'a plus faim. Voilà, et on s'affaiblit très très rapidement. Enfin, en même temps, moi c'était... Si j'avais vu qu'il me restait plus que de la graisse, j'aurais pas trouvé mon corps joli, etc. Là, en même temps, comme je me dépensais beaucoup par le sport, je fais énormément de sport. Vous teniez le sport avec ce régime-là? Oui, tout à fait. Plus le métier qui fait qu'on se dépense beaucoup quand on fait des castings, on marche toute la journée. Quand on fait une séance photo, on se dépense énormément. Donc, il me restait... j'avais un corps maigre, mais sans graisse, avec plus que du muscle et fin quand même, quoi. Oui, mais là le problème, encore une fois, si je puis me permettre, c'est qu'effectivement, là, on rentre dans la maigreur véritablement, et l'organisme, il puise dans ce qu'il a à disposition. Et vous avez certainement une masse musculaire qui était de toute façon pas très importante au départ, donc de toute façon, il a aussi tapé dans ce qu'il avait, c'est-à-dire la masse grasse. Oui, voilà. Donc vous êtes affaibli d'une manière générale. Ouais. Dans ce qui a tilté, c'est tout ce qui touche au milieu professionnel pour vous. C'est-à-dire quand les gens du touché, métier vous ont parlé, ça veut dire à quel point aussi vous placez votre ambition. Et peut-être aussi quand cette mannequin est morte, elle faisait le même métier que vous. Là, vous vous êtes dit, on peut y rester. On sera dans un instant en ligne avec Raphaël. Je ne sais pas si Raphaël est déjà en ligne avec nous. Dans un instant, oui. Raphaël est une jeune fille qui est actuellement hospitalisée, donc elle ne peut pas être avec nous sur le plateau. On va voir son histoire dans un instant. Elle est à l'hôpital. Raphaël? Oui. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? On va retrouver Raphaël dans un court instant, juste après ce petit message de la rédaction. À tout de suite. Après plusieurs années de brouille, vous venez de renouer avec votre belle famille. Vous savez que vous êtes une belle-mère envahissante, mais c'est plus fort que vous. Pour une autre émission, nous recherchons le témoignage de personnes qui, à 30 ans passés, sont de vrais cœurs d'artichaut. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Patrick et Nathalie. Depuis qu'ils sont mariés, Patrick, né d'une famille catholique, s'est converti à la religion juive de sa femme. T'es plus juif que moi, en fait, quelque part. Je suis pas plus juif que toi, parce que ce serait l'élève qui aurait dépassé son maître. Raphaël, bonjour. Tu es avec nous, Raphaël? Oui, oui. Bonjour, tu as quel âge? J'ai 30 ans. Ah oui, alors je vais dire vous plutôt. Vous pouvez me tutoyer. D'accord, alors vous pouvez me tutoyer aussi. Bonjour Raphaël. Vous êtes hospitalisé aujourd'hui parce que vous êtes dans ce système êtes-vous mannequin? Non, pas du tout. Pourquoi vous avez cette obsession de la minceur alors? Je cherche encore un sens parce que moi-même, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis tombée dans cet enfer-là, quoi. Vous faites quelle taille pour quel poids aujourd'hui? Là, 1m71 pour 39 kg 700. Exactement. Et vous arrivez à vous alimenter à l'hôpital? Autant qu'il le faudrait? J'ai quand même repris 2 kilos en une semaine, donc je me dis que c'est déjà trop.
Mais en même temps, je sais, émotionnellement, je le vis très mal. Mais je me dis qu'il faut surtout pas que je fasse marche arrière, parce que le plus dur a été fait, c'est faire le pas de franchir la porte de l'hôpital. Qu'est-ce qui vous a donné envie de maigrir à ce point? Tout un ensemble de choses, je pense. Déjà, beaucoup de remarques sur mon apparence quand j'avais 16 ans. Et Vous pesiez combien à 16 ans? 80 kilos. Vous avez perdu 40 kilos? Oui. Mais j'ai jamais eu l'impression de les perdre. Regardons ce reportage avant de discuter avec vous. Cette jeune femme donc, vient d'être hospitalisée parce qu'elle ne sait plus s'alimenter. Elle a perdu tout ce qu'elle avait appris quand elle était petite. Elle est tombée dans cette spirale dont vous parliez, mais beaucoup plus lourdement. Raphaël a 30 ans, donc 39, vous m'avez dit 39 kilos? Oui. Pour 1m71, elle fait presque le même poids que cette mannequin décédée il y a quelques semaines. Raphaël sera donc avec nous pour nous dire comment elle espère et comment elle parvient à s'en sortir aujourd'hui. Raphaël a 30 ans. Elle souffre d'anorexie mentale depuis ses 15 ans. Là, donc, tu seras pesée. La jeune femme vient d'être hospitalisée au CHU de Dijon. Elle pèse 38 kilos pour 1m71. Pour elle, chaque pesée est une étape redoutée. C'est trop. Je voudrais toujours que ça descende. Surtout pas que ça monte. Chez moi, il n'y a pas longtemps, la balance, elle affichait 0,0. 0,0, c'est atteindre son objectif de disparaître, de plus prendre de place. C'est Hélène qui a encouragé Raphaël à accepter une 8e hospitalisation. Elle-même a vaincu l'anorexie et sait que Raphaël a besoin d'être motivé pour supporter cette épreuve. Si je ne me trompe pas, la maladie évolue depuis 15 ans, ça va être long et difficile. Hein. De toute façon, tu ne peux pas continuer avec ce mode de vie qui est je remplis mes journées de pensées obsessionnelles qui tournent autour de l'alimentation. Tu t'es complètement perdu par la pensée des haricots verts et il va falloir justement décrypter les vrais messages et puis trouver quel est le vrai problème qui n'a absolument aucun rapport avec la bouffe. À l'hôpital, les habitudes alimentaires de Raphaël sont bouleversées. C'est l'heure du déjeuner, un passage obligatoire qu'elle appréhende. Voilà Raphaël, votre plateau. Voilà. Bon appétit. Merci. J'ai envie d'envoyer le plateau par terre. Et en même temps, je suis là pour ça, donc il faut que j'y arrive. J'ai peur de manger, j'ai peur de ne pas manger, donc je suis dans une impasse en fait complète. Pour tenter de manger, Raphaël nous demande d'être seul. J'ai mangé un peu de légumes, un peu de poisson, un tout petit peu de pâtes. Ça fait 10 ans que j'en ai pas mangé sans doute. Je sais même plus dater. J'ai pas beaucoup mangé, j'ai pas réussi à aller au-delà de l'angoisse. Les origines de la maladie remontent à ses 15 ans. Raphaël pesait alors 80 kilos. Mal dans sa peau, elle ne supportait plus les moqueries. La jeune fille veut maigrir et s'impose un régime qui se transforme en anorexie mentale. Justement, je disais les régimes, mais je me disais... À l'hôpital, d'autres femmes souffrent de la même maladie. Ensemble, elles se comprennent. Je me suis dit, quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, mais ma pauvre fille, c'est toi ça, et tu ressembles à quoi? T'as rien pour toi à l'intérieur déjà, et en plus à l'extérieur, tu ressembles à rien. Comment veux-tu qu'on t'aime? Les autres ont raison de te mettre à l'écart. Et
Quand on m'a dit tu es anorexique, j'étais quelque chose qui m'appartenait, ouais, voilà. À moi. Donc c'est quand même aussi par rapport à la maigreur, un sentiment de toute puissance de réussir quelque chose que les autres n'arrivent pas à faire et d'exister comme tu le dis. Oui. C'est pour ça que c'est loin d'être un banal régime, quoi. Je veux dire, sinon ça s'arrêterait. Sinon ça s'arrête vite. Il y a deux anorexies, je pense. C'est l'idéal de minceur, d'esthétique, et puis il y a l'anorexie destructive. Raphaël espère stopper cette autodestruction grâce au professeur Rigaud du service d'endocrinologie de Dijon, l'un des plus réputés de France. Bonjour mademoiselle. Bon, il faut qu'on se voit pour un peu déterminer les objectifs de cette hospitalisation. Alors je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous, parce que c'est pas la première hospitalisation, je l'ai bien compris. Quand on est tout le temps en échec, on finit par se dire, faudrait que je vive comme ça. Ouais. Est-ce que je dois pas apprendre à vivre avec? Puis en même temps, on peut pas. Oui, c'est ça. Je crois que la réponse, vous l'avez. La réponse est non, on ne peut pas vivre avec. On peut survivre avec, on ne peut pas vivre avec. Ça, c'est clair. L'hospitalisation de Raphaël est importante parce que cette jeune femme est en échec depuis longtemps, qu'elle n'arrive pas à se sortir de sa maladie et que tant qu'elle n'aura pas recouvré un poids et un état nutritionnel correct, elle ne pourra pas psychologiquement avancer et la maladie va pourrir sa vie, va lui bouffer la vie encore pendant 15 ans. Or, nous savons maintenant que dans au moins un cas sur deux, nous pouvons obtenir une guérison totale, une guérison de qualité. Je me sens vraiment prisonnière de la maladie. Je sais que l'hôpital m'aidera si moi j'arrive à ouvrir un peu la porte justement de la prison de la maladie. Mais j'ai bien compris que de toute façon, sans moi, on ne peut rien faire. Oui, Raphaël, il y a un point sur lequel je voudrais vous interroger, c'est pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous regarde manger? C'est difficile déjà, son propre regard, quand on mange, on se culpabilise beaucoup, on est en plein conflit. Et le fait que les autres vous regardent, ça majeure la culpabilité, en fait. Il y a un sentiment de vouloir se cacher, la honte. C'est quand même se couper beaucoup des autres, Raphaël, parce que c'est vrai que le repas, c'est quand même un moment où on se rencontre, on est tous autour de la table, on partage, et on peut échanger avec sa famille, ses amis, ses proches. Donc ça veut dire que ça contribue aussi à votre isolement? Tout à fait, c'est aussi le but recherché, et ne plus du tout avoir aucun regard sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, se couper de tout le monde. Et... Vous sortirez quand vous serez à quel poids? 54 kilos. Vous avez envie de peser 54 kilos? Disons que je commence à comprendre que dans cet état d'esprit actuellement, du fait de la dénutrition, je peux pas l'accepter, mais je peux pas le savoir. Faut pas que je me projette avec cet état d'esprit-là à 54 kilos parce que là. Pour 1m71, hein. Pour 1m71, ce qui reste. Oui, ce qui est déjà presque dans des critères de maigreur. 54 kilos. 54 kilos pour 1m71, effectivement. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le déclic qui vous a donné envie de maigrir à ce point? J'ai voulu essayer de me faire accepter, en fait, et je me suis pas vraiment rendu compte du fait que je commençais à maigrir parce que c'était jamais assez et donc il n'y a pas vraiment eu de moment où je me suis rendu compte. Et vos parents, ils n'ont pas pu vous aider, vous diriger? Je crois que c'est dur à en prendre conscience pour les parents parce que c'est difficile, parce que c'est la personne qu'on aime le plus au monde, hein, c'est son enfant. Et puis on n'est pas sûr de soi non plus, hein, les parents, ils n'ont pas toutes les connaissances. Je me tourne vers Marie-Pierre, à quoi les parents doivent être particulièrement attentifs
On sent qu'il y a un moment où ça bascule. Oui, en premier lieu, la perte de poids, elle peut être visible, mais elle peut ne pas l'être, parce que les jeunes filles qui effectivement tombent dans l'anorexie vont parfois cacher leur perte de poids. Elles empilent les t-shirts et les pulls parce qu'elles sentent aussi elles-mêmes qu'elles ne sont pas forcément dans une logique qui est très, très normale. Et puis le biais de l'anorexie, c'est qu'en fait, ce sont des jeunes filles qui sont souvent très actives. On pourrait dire effectivement la dénutrition se manifeste par de la fatigue, par une diminution de la vigilance, par une diminution de l'attention. Donc ça sont des marqueurs. Donc ça ne se voit pas, tout mais... va bien, elles ont une vie sociale, voilà. Donc à quoi faut-il être attentif quand même? Et il faut prendre le temps de regarder son enfant, il faut prendre le temps de manger avec. En fait, je pense qu'on peut se rendre compte à ce moment-là, voilà, à table. Il faut conserver une vie familiale, ce qui est parfois un petit peu difficile aujourd'hui parce qu'on a tous des vies qui sont compliquées. Oui, parce qu'à table, si 5, 6 repas de suite se passent de la même façon... Il faut absolument que les parents, effectivement, s'alertent et regardent un petit peu ce que leur enfant mange réellement. À 16 ans, vous êtes imposé quel régime, vous, Florence? En fait, j'ai essayé beaucoup de régimes, tous les régimes, n'importe lesquels, pour maigrir absolument, et je ne tenais pas. Et un jour, j'ai feuilleté le journal télé, j'ai trouvé un régime, j'ai pris mon papier, j'allais à la cantine le midi, et je le suivais. Et au début, c'était assez équilibré, et puis j'ai commencé, ça marchait bien, je perdais 1 kilo par semaine. Et pommes? Et ça se finissait par que des pommes, et puis après on supprime une pomme, on supprime le yaourt du soir, on supprime la viande, on supprime le plat, et puis il n'y a plus de dîner, et puis on réduit tout. Ça se fait petit à petit, donc on s'y habitue, on perd la faim. L'estomac se rétrécit et on perd la faim. On mange parce qu'on sait qu'il faut qu'on mange un minimum, mais on n'a jamais de moins en moins faim, quoi, et ça s'entretient. Moins on mange, moins on a faim, en fait. Pendant cette période, vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu 14 kilos, mais quels étaient les compliments, j'allais dire les compliments, c'est ça, les réactions de votre entourage? C'était la première fois que je maigrissais, ils étaient tous une très bonne réaction. Ouais. J'avais l'impression qu'ils étaient fiers de moi, que enfin j'avais réussi quelque chose. Donc on vous encourageait? Au début, oui, mais j'ai repris tous ces kilos et après, je les ai reperdus. Une nouvelle fois? Une nouvelle fois, et plus. Et là, par contre, l'entourage me dit que je suis trop maigre. Bon, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Aujourd'hui, vous faites 43 kilos pour 1m63. Vous vous trouvez comment? Je suis lucide, je sais que je ne suis pas grosse, mais quand je me regarde, je me trouve grosse. Mais en fait, c'est pour ça, il y a deux côtés. Il y a le côté de la maladie et il y a le côté je veux m'en sortir et je veux une vie sans maladie et je suis lucide. Mais il y a le côté... Donc il y a deux esprits qui s'affrontent. Voilà. Raphaël, qu'est-ce que vous avez envie de dire à notre invité? Moi, je pense qu'on se sait maigre, on est capable de se dire maigre, mais on se sent à l'intérieur énorme. Et c'est contre ça qu'il faut vraiment lutter. De se jouer sur les deux plans. Oui, cette fausse impression. Oui. Merci d'avoir été avec nous à distance, Raphaël. On prendra de vos nouvelles. J'espère que je pourrai vous accueillir un jour sur ce plateau. Ce sera bon signe. Oui, avec un poids normal. Avec un poids normal, c'est-à-dire plus de 50 kilos. Enfin, normal. C'est déjà pas beaucoup. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage à vous, en tout cas. Je suis sûr, Florence, que vos parents, vous ne voulez pas du mal quand ils vous ont fait des compliments et quand vous avez pris du poids. C'était pour vous encourager? Oui. C'était parce qu'ils étaient contents de voir que je retrouvais la joie de vivre et que je pleurais plus dans ma chambre contre mes kilos en trop. Mais je trouve que c'est ça, Marie-Pierre, qui est le plus inquiétant. Franchement, c'est que on ne se rend pas compte à quel point on peut rentrer nos enfants peuvent rentrer dans un processus comme celui-ci. Oui, alors ça c'est lié à la dénutrition, c'est-à-dire que le manque de protéines va avoir le manque de protéines et le manque de graisse va avoir une incidence directe sur le fonctionnement du cerveau et notamment sur la gestion de la déprime, du stress. Dans quel sens? Alors en fait c'est très simple, le cerveau fonctionne correctement quand il est chaud. Donc il faut réchauffer ses neurones. Pour réchauffer ses neurones, il faut de l'énergie, donc il faut manger. Quand on est en restriction énergétique, on n'a pas suffisamment d'énergie pour donner de la chaleur à ses neurones. Pourtant, cette jeune fille dit le contraire, elle dit qu'elle était en pleine forme, qu'on n'avait jamais vu aussi. C'est la première phase de la maladie. Voilà, c'est la première phase de la maladie. Ensuite, la dénutrition s'installe et voilà.
La phase où on est hyper actif, où on fait plein de choses, où on est content, où tout va bien, on sent qu'on a le contrôle. Et il y a la deuxième phase où bam, on a un choc, on se rend compte de ce qui nous arrive, on se rend compte du poids perdu, des copains perdus, de la stabilité. Des copains perdus ? Des copains et copines perdus, des connaissances. Vous vous enfermez dans une solitude ? Oui, parce que petit à petit, on élimine tout. On élimine la nourriture, mais on élimine aussi toute vie sociale, tout le reste, tout à part nous, à part soi-même, et on reste seul avec sa maladie et soi-même. On se complaît un peu dans cette atmosphère qu'on se crée tout seul, mais comme ça ne correspond pas du tout à une vie heureuse. Avec ce sentiment de surpuissance dont vous parlez. Ouais. Mais ça, c'est que la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on prend conscience, et là, on se retrouve seul face à soi-même et face à la maladie, et on n'a plus d'énergie, on est crevé, on est à bout, et on se sent quand même énorme. Et on se voit avec le poids qu'on a avant, voire même largement plus. On a compris aujourd'hui que cette obsession du poids, il faut faire attention, parce que ça part d'un bon petit sentiment, et puis ça peut aller très très loin. Il faut faire attention à sa ligne. S'entretenir, il faut surtout faire du sport. Je pense que ça aide à bien maîtriser son corps, prendre du plaisir à manger si c'est possible, ne pas s'affamer pour ressembler aux filles des magazines. C'est truqué. Elles sont retouchées. Non, et puis, mais on n'a pas envie. Moi, j'avais aucune envie de leur ressembler. C'était pas une envie de ressembler aux mannequins. Quand je les vois, j'ai pas envie de leur ressembler. C'est dans la tête et c'est à l'intérieur de soi-même qu'on a envie de se sentir. Quand moins on mange, mieux on se sent bien, et on a cette excitation qu'on veut garder. C'est dans la tête, c'est pour ça qu'on appelle ça l'anorexie mentale. Voilà. En tout cas, les parents, attention, surveillez bien les repas, vous a dit notre spécialiste. Les repas sont des signes. Les repas, et vous parliez du sport, c'est fondamental. Être bien dans sa tête, c'est être bien dans son corps. Et on est bien dans un corps qui est tonique. Donc l'activité sportive, elle est fondamentale, et elle est fondamentale aussi pour la gestion du poids. Quand on fait du sport 3 fois par semaine, on n'a pas de problème de poids. Merci d'avoir été, c'est l'impression qu'on en a. Vous voulez ajouter quelque chose ? Ok, merci d'avoir été avec nous, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur.